Salut. Alors moi je vais vous choquer. Je vais faire 2 ou 3 trucs vraiment horribles. Je vais me servir de Windows et d'Internet Explorer. Ouais, ça va vous faire bizarre, je sais. Et de Visual Studio aussi. Alors là je suis au taquet. Et PowerPoint. Ok. Donc justement, Michael, tu me parlais justement des shaders. Effectivement, c'est un sujet moi, qui me tient énormément à cœur. Je me présente, je m'appelle David Catu, je suis en charge pendant encore 24 heures de l'évangélisation technique chez Microsoft France, puisque mon nouveau rôle, ça va être la gestion de l'évangélisation HTML5 chez Microsoft Monde. Notez bien mon Twitter, puisque mon boulot va être de prendre ce que vous me dites sur IE et d'aller le carrer dans la gueule des développeurs d'IE. Ça va être super dur. C'est pour ça qu'ils ont pris un mec plutôt taillé en fait, parce qu'ils sentaient bien qu'il ne fallait pas être trop... Voilà, donc mon Twitter, @deltacoche, mon blog akms/David. N'hésitez pas surtout à m'écrire, je suis vraiment à l'écoute. Je subis, comme vous, les problématiques liées au navigateur en général et surtout aux nôtres avec IE. Donc voilà, pas de bullshit, je me ferai un plaisir de vous écouter et de transmettre. Et puis de vous dire qu'en fait il s'en branle, ou au contraire que ça aura eu un impact. J'espère que j'aurai à vous répondre à la question 2 le plus souvent possible. Alors, l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de vous parler d'un projet que j'ai eu avec Michel, qui est ici, dit coucou à la salle, Michel, notre évangéliste design. Bonjour Michel. Également avec David Rousset, qui n'est pas là ce soir, mais qui est également évangéliste HTML5 à mes côtés, et avec Pierre Lagarde, qui n'est pas là non plus, qui travaille chez Microsoft. C'est un projet perso qu'on a fait. L'objectif, c'était justement, depuis que IE11 a annoncé le support de WebGL, comme il nous a fallu que 11 versions, on a fait ça, on s'est dit on va faire un moteur 3D. Alors je vais expliquer pourquoi un peu tout ça, on va parler également du moteur 3D en lui-même, et puis je vais vous expliquer également ce qu'on en a retiré. Alors ça va aller un poil vite, parce que c'est une session qui est prévue pour durer 2 jours, on l'a fait en 20 minutes, donc ça va peut-être être un peu dense. Alors pourquoi WebGL ? Pourquoi construire un moteur au-dessus de WebGL ? Il faut savoir en fait que déjà avant WebGL, on pouvait faire de la 3D, et notamment, qui connaît Three.js ici ? Voilà, c'est bien. Donc Three.js, c'est écrit par un Espagnol qui habite à Barcelone, donc qui n'est pas très loin d'ici, qui a, il y a à peu près 5-6 ans, décidé de faire un premier moteur autour de WebGL, et même sans WebGL, et justement, une des solutions qu'il a pu utiliser, c'est d'utiliser le Canvas. Donc quand on utilise le Canvas, la problématique que l'on a, c'est qu'on fait tout à la pogne, c'est vraiment le CPU qui bosse, c'est-à-dire que chaque pixel, on les écrit. Et quand on veut faire un objet 3D, on part de la version filaire ici, où l'artiste va vous construire une liste de triangles finalement, que vous allez devoir d'abord remplir, éclairer et texturer. Et tout ça, quand vous le faites au CPU, la problématique du CPU, c'est qu'il est très puissant pour exécuter des opérations, mais il n'est pas capable de les faire très vite quand il y en a plusieurs à faire. La force du GPU, et c'est pour ça qu'on vient vers le GPU, c'est qu'il est capable de paralléliser à mort des opérations. C'est plutôt un GPU qui est très con, genre il n'a pas par exemple de prédiction de branchement, il n'a pas ce genre de fioritures qui sont très puissantes sur nos CPU. Par contre, il est capable de traiter jusqu'à 256 opérations en parallèle. C'est comme si vous aviez un processeur où il y avait 256 processeurs logiques. Alors forcément, quand on parle de traiter des pixels à l'écran, où tous les pixels vont finalement recevoir la même opération, un GPU est plus à l'aise qu'un CPU. Il a un deuxième énorme avantage, il est plus près du câble que le CPU, et c'est lui qui balance les infos à l'écran, donc il est beaucoup plus rapide dans ses accès mémoire pour toucher tout ce qui va être visuel. Tout ça fait, effectivement, que si vous avez eu envie de faire votre propre moteur 3D, à l'époque on pouvait le faire en CPU avec le Canvas, l'avènement de WebGL nous a permis sur le web de pouvoir programmer le GPU. Et on se retrouve sur le web pour la première fois finalement avec la possibilité d'exécuter du code en parallèle, son code principal en JavaScript qui est fondamentalement mono-threadé. On exclut le web worker qui a ses inconvénients et ses avantages, mais qui n'est pas vraiment du multithread. On a pour la première fois la possibilité d'accéder à un CPU et un GPU en parallèle. Donc ça c'est WebGL. WebGL qui n'est pas porté par le W3C pour la petite histoire, mais par le Chronos Group, dans lequel il n'y a pas encore un Mais justement, un de mes boulots va être de rentrer au Chronos Group.
Donc c'est vraiment un consortium mondial, même principe que le W3C, l'idée étant de faire évoluer cette norme qui est un sous-ensemble d'OpenGL. C'est pour ça qu'on a été un petit peu dur de l'oreille pour y rentrer en fait, sachant que c'était quand même en forte concurrence avec DirectX. Donc on a vu arriver les GPU, mais avant déjà le fait de les voir arriver vers WebGL, on les a vus arriver avec le Canvas, qui est quand même accéléré, on les a vus arriver avec les CSS3 animations et transitions qui sont accélérées. On le voit justement avec l'initiative d'Adobe autour des CSS Shaders, qui est également une tentative que moi je soutiens à mort. Ça n'a aucun impact, mais je te le dis. On a également l'accélération matérielle qui est faite par les GPU avec la victoire du H264. Aujourd'hui, IE11 supporte le décodage du JPEG en matériel. Pour une fois qu'on fait un truc, les copains font pas, je vous le dis. Et bien sûr, WebGL, alors qui est présent sur Opera, Chrome, Firefox, Safari en faisant un petit tweak. Il n'est pas par défaut actif, mais vous pouvez aller le chercher. Si vous savez pourquoi Apple ne l'active pas, il faudra nous le dire, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et bien sûr, IE11. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne via le getContext. Alors moi, je me suis longtemps posé la question, pourquoi est-ce qu'il nous cassait les pieds avec le getContext? On faisait toujours getContext de 2D, un truc, mais filme-le direct, quoi. À la limite, mets tout sur Canvas, on n'en parlera plus. Eh bien voilà, ces gens sont forts. Ils avaient prévu qu'on accéderait aussi bien en 2D qu'en 3D à l'espace de pixels qu'est le Canvas. Donc, aujourd'hui, normalement, la norme voudrait qu'on fasse getContext de WebGL, d'accord? Avec un booléen derrière si on veut activer ou pas l'anti-aliasing, c'est vraiment magique. On est la plupart du temps aujourd'hui sur expérimental WebGL, c'est vraiment le -Moz, le -WebKit en fait. Tant qu'on n'est pas tout à fait sur une version définitive, on get le contexte expérimental. Comme ça, vous savez, vous en tant que développeur, qu'on vous donne quelque chose qui n'est pas encore totalement sec. Alors, la problématique de WebGL, et une des problématiques, Michael l'a signalé, c'est la problématique de sécurité. Vous balancez à la carte graphique des ordres, et ces ordres, potentiellement, ils peuvent vous redémarrer la machine. Il existait un temps, alors là ça s'est bien calmé, mais on pouvait arriver à écrire des shaders où on faisait des calculs tellement aux limites de la valeur flottante par exemple, qu'on tapait à côté dans la mémoire. Et alors la carte graphique, elle a genre aucune protection de mémoire, l'effet canari, je ne sais pas si vous connaissez, ça vient des mineurs qui partaient dans la mine avec un petit canari. Quand le canari était raide, c'est qu'il y avait un problème avec le gaz. Donc c'est super fragile, cette petite merde là, il se dit oula, le canari est mort, il traçait. On appelle ça l'effet canari. Il n'y a pas d'effet canari sur les GPU parce que justement c'est des gros bourrins. Imaginez une équipe de rugby, vous voyez. Il tape fort, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais c'est pas super fin, quoi. Voilà, comme Toulouse par exemple. Eh bien, le GPU c'est ça, quoi. Donc effectivement, avec les shaders, s'ils tapent à côté de la mémoire, ils peuvent faire n'importe quoi et partir en morceaux et vous redémarrer la machine. Ça s'est bien calmé parce que justement, les principaux fournisseurs que sont Blink, enfin WebKit, Blink et nous, on va maintenant vérifier ça, faire une phase de pré-vérification de ce que vous êtes en train d'écrire. Mais effectivement, tout ce qui touche au shader, peut avoir des problématiques de sécurité. Donc ça a mis du temps à venir. Et l'autre problématique que l'on a avec WebGL, c'est que c'est super bas niveau. Quand on vous dit on va faire du WebGL, si on ne connaît pas, qui connaît WebGL? Ah, je parle à un public de connaisseurs. Donc vous avez tous sué du sang. Et en général, au bout d'un jour, on dit bon, ben, je vais prendre TJS. Qui fait du pur WebGL sans une librairie? Ah, il y a quand même quelques courageux. Bravo les gars. Pourquoi c'est chiant? Parce que c'est chiant en fait, c'est super bas niveau. Le WebGL en fait, ce qu'il fait comme DirectX ou OpenGL, il accélère le fait qu'il peut dessiner un triangle à l'écran très vite, point à la ligne. Donc imaginez que vous devez faire un jeu avec ça, et on vous donne une petite cuillère, et ouais, il faut creuser une mine. Elle est super la petite cuillère, mais ça va être un peu long. Donc, je vais vous faire une petite démonstration assez rapide de comment fonctionne WebGL. En version accélérée. La première chose qu'on fait quand on va faire du WebGL, on va se servir, et ça j'aime bien, du script pour stocker le code pour le GPU. Le shader il est là, vous l'avez sous vos yeux ébahis. Le langage c'est du GLSL qui est assez proche du C. C'est un C pour les cartes graphiques en quelque sorte. Donc là on a deux types de shader. Le shader qui va expliquer à la carte graphique, on va commencer par celui-là, le vertex. Comment est-ce que d'un objet 3D, un point dans l'espace, on en fait un point en 2D à l'écran. Rappelons-nous qu'on a des écrans 2D encore. Et donc du coup, quand on a balance de la 3D, il y a toute une partie qui doit se charger de dire cette 3D XYZ, ça devient XY à l'écran. C'est le boulot du vertex shader, ça. Et une fois qu'on a le pixel à l'écran, donc on sait quel pixel il faut allumer, on a un autre bout de code qui s'exécute, qui s'appelle le pixel shader, ou fragment shader, dont l'objectif est de dire quelle est la couleur du pixel que l'on va allumer. Est-ce que je tiens compte des textures, de l'éclairage, de plein de choses. C'est le boulot du pixel shader. Alors, j'ai passé le temps, là, hélas, pour vous en expliquer son fonctionnement ici. Grosso modo, voilà le but de ces deux bouts de code. Et
et après j'ai besoin d'un canvas standard. Si je passe côté JavaScript, puisqu'effectivement WebGL, pour le moment tout du moins, c'est pas programmable autrement qu'avec JavaScript, on va faire plusieurs tâches. La première chose qu'on va faire, on va récupérer son canvas. J'en profite pour mettre le buffer de travail à la taille du buffer écran. Je récupère donc mon expérimental WebGL. Et je me suis fait une petite fonction ici qui s'appelle getShader, dont l'objectif c'est d'aller récupérer le DOM, de parcourir tous les fils nœuds du script, parce que le texte m'intéresse en fait. Okay. De ce texte-là, en fonction du type du script, je vais appeler un ordre WebGL ici qui s'appelle createShader de type fragmentShader ou createShader de type vertexShader. Donc là, il prend ça, il met ça dans la carte graphique. À partir de là, il va la compiler. C'est une vraie compilation dynamique. Donc on prend ce code-là. Un compilateur existe pour partir du GLSL vers le code byte qui va être exécuté sur la carte graphique. Et me retourne mon shader. Okay. Donc je récupère le fragmentShader, le vertexShader, qui sont les deux bouts obligatoires de fonctionnement. On va les linker. C'est assez amusant, comme du C++, pour ceux qui en ont déjà fait. On prend tout un ensemble de codes qui ont été compilés, on les rassemble ensemble dans un exe. C'est ce qu'on appelle un programme en GLSL. Et je récupère le statut, c'est bon, il n'y a pas eu de souci, ça s'est bien compilé, c'est nickel. J'utilise ce programme que je viens de faire. Donc là, je dis à la carte graphique, voilà, prends ce bout de code, t'es prête. À partir de là, c'est parti, je vais accélérer un WALP. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer des variables. De ces variables, on va récupérer des matrices. De ces matrices, on va avoir une fonction pour les fixer. À partir de là, je vais créer un tableau d'objets 3D à l'écran. On va également faire une liste de faces, puisqu'on a des points 3D et des faces. De ces faces-là, je vais venir binder les normales, les vertex et les positions. Je vais faire une boucle de rendu qui fonctionne grâce à la magie du Request Animation Frame. Là-dedans, je vais fixer mes variables, faire des matrices de perspective, de projection, etc. Donner 2-3 ordres merdiques, et au final, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous dites, on va suer du sang pour faire un jeu. Hein? On est d'accord. Et vous n'aurez pas tort. C'est pour ça qu'on s'est dit, chez Microsoft, on n'est pas encore super bien vu par la communauté web, donc on va faire quelque chose pour la communauté web. En fait, c'est pas ça. Ça fait presque 11 ans que je fais des moteurs 3D sur toutes les plateformes, et on s'est dit, le jour où nos chers développeurs à Corp décident de nous mettre WebGL, je jure sur ma vie que je fais un moteur 3D. Je l'ai fait, il est là. Et il s'appelle Babylon.js. Alors c'est du GitHub. Ah, je sais, ça choque qu'un mec de Microsoft dise que c'est du GitHub. Ça marche sous Chrome, ça marche sous Firefox, ça marche sous Opera. Bon, et la grosse nouveauté pour vous, c'est que ça marche sous iOS. Spécial dédicace à mes copains de Plex.io là. Comment ça fonctionne? Vous allez juste aller récupérer la version minifiée ici qui s'appelle Babylon.js. Elle fait à peu près 350 K aujourd'hui. Et vous allez pouvoir en fait faire la chose suivante. C'est un scène graph. Ça veut dire que vous allez être super haut niveau. Vous allez vous parler à des objets 3D comme on se les imagine dans l'imaginaire. Donc vous créez des scènes, vous créez des caméras, vous créez des lumières, vous créez des sphères. Et pour ceux qui connaissent TriJS, on peut se poser la question, ok, pourquoi par rapport à un TriJS? Notre objectif, c'était le gaming, c'est-à-dire qu'on a mis à l'intérieur un moteur physique, on a mis à l'intérieur un moteur de collision, on a mis à l'intérieur plusieurs choses dont je vais vous parler. Dans l'objectif n'était pas de présenter un objet et de tourner autour, qui était la philosophie à l'origine de TriJS, mais vraiment de vous donner les outils pour pouvoir faire un jeu vidéo sur le web. Alors, je vais rapidement passer sur un tout petit exemple que j'ai ici. Ah, j'ai qu'un SSD, du coup quand je clique ça va pas très vite. Donc, structure minimale de mon fichier, rien de particulier, un canvas, et ici mon code JavaScript qui va bien, donc je demande si WebGL est supporté, je récupère le canvas, je crée un engine qui va s'occuper pour vous de toute la partie que je vous ai montrée juste avant. Je crée une scène à laquelle j'attache une free caméra, une lumière, une sphère, une boîte. Je leur crée des matériaux avec des textures, des couleurs. Je mets ce matériau sur ma sphère, je positionne ma boîte avec une propriété position, je dis que la boîte est fille de la sphère. Je fais une render loop dans laquelle je fais scène.render qui va donner tous les ordres JavaScript pour vous et WebGL et that's all. C'est tout. Et si je fais ça, eh bien ça ne marche pas. Notez qu'il m'a signalé que je suis aveugle, voilà. On recommence avec la référence qui va bien. Et ça marche toujours pas. Ah ouais, putain. Pas possible d'être aussi grand. Ouais, ben en fait, c'est un projet perso, donc j'y touche tout le temps.
Du coup, entre deux sessions, ben, je change les trucs. On va y arriver. Incroyable. Ouais! Donc j'ai une magnifique sphère texturée. Et c'est amusant parce que tout à l'heure tu parlais justement de l'alpha. Alors justement j'utilise l'alpha d'un PNG ici pour creuser l'objet. Ce qui fait que d'une sphère ou d'un plan on peut faire une jolie feuille qui est relativement riche juste en utilisant ce principe-là. Et du point de vue du code, l'intérêt pour vous, c'est que c'est extrêmement simple puisque le matériau ici qui utilise la feuille, on va juste dire qu'il a de l'alpha et automatiquement pour vous, on va créer tous les shaders qui vont bien pour justement découper l'objet. Alors, ça c'est la version du développeur. Je mets une sphère, une boîte, je mets 3 feuilles, on est super content. Et en général, ça fait la soirée. Quand vous achetez un designer, moi le mien m'a coûté assez cher, donc du coup j'en profite, vous allez être capable en fait de faire des choses comme celle-ci. Alors on va prendre une de mes préférées. Il n'y a pas plus de code que ce que je vous ai montré. En tout, il y a 14 lignes de code. Sauf, bien sûr, que c'est beaucoup plus beau. Alors, le code est aussi beau qu'avant, ça c'est pas le problème, et je vais vous faire plaisir, parce que je sens bien que ça va vous faire plaisir. Ça marche aussi sous Chrome. Incroyable. Et là il va planter parce que non, j'ai peur. Alors on va faire même du full screen, c'est parti. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Mon cher ami Michel ici a pris 3D Studio Max là, pour cette scène-là. Il a designé sa scène. Il a appuyé sur un petit bouton exporter vers Babylon.js, je vais vous montrer après. Et j'ai rechargé son fichier. On a un format de fichier, un JSON tout bête. Et voilà. Donc il ne vous manque plus qu'un pistolet. Alors je monte l'escalier parce que je me suis cassé les turbines à faire le moteur de collision. Donc je vous le montre. Je ne peux pas passer, vous voyez, à travers les objets. Je suis physiquement lié à la scène. Et je vais vous faire même une petite démonstration spéciale, rien que pour vous ce soir, puisqu'on l'a sorti 2 heures avant le meet-up. On a le support de la physique. Voilà. Donc pour faire ce petit bout de code, je vous montre rapidement. Je vais me faire virer, je vous montre tout ça. Non, c'est pas grave. Oui, c'est quoi que je cherche en fait? C'est la scène qui est là. Ça s'appelle Physics. Voilà, donc le bout de code il est ici. Pareil, je crée ma scène, je crée des positions, des lights, etc. Je mets un shadow generator, j'active la physique, et ici je fais une petite boucle qui crée des sphères. C'est tout. Vous n'avez pas à vous emmerder avec la physique, les calculs, les projections, les lois, les résolutions. Tout ça, le moteur le fait par déclaratif pour vous. J'essaie de résoudre. Cassez-vous là. Alors, ah oui, autre fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est qu'on peut bien sûr fonctionner avec Blender pour le coup. Donc, vous connaissez Blender dans la salle? Ouais, de la Blender Foundation. Donc, c'est un outil, c'est ça. C'est un outil qui permet de faire de la 3D. Donc, c'est le 3D Studio Max de l'open source, on va dire. Et ce qu'on vous a fait, en fait, on a fait un petit script Python ici qui vous permet d'exporter directement en Babylon.js. Donc, vous créez votre scène, vous faites export. Vous n'avez plus qu'à le recharger. Bon, voilà. Après, il faut avoir le talent pour faire la scène, évidemment. Moi, je sais faire des boîtes. Je sais vous ajouter une tête de scène. Hop, voilà. Là, je suis au taquet. Bien, on vous a également rajouté pas mal de petits sucres. Donc, comme moteur de collision, vous l'avez vu, vous activez juste check collision et puis on vous gère les collisions pour vous en first person. On a ajouté le support de l'offline avec IndexedDB, c'est-à-dire que vous chargez votre scène une première fois, on la monte dans IndexedDB localement. Du coup, les appels suivants vont être beaucoup plus rapides. Toujours dans l'objectif de se dire, je veux faire un jeu. Donc, la première fois que j'arrive sur le jeu, je vais charger les niveaux. Je vais les sauvegarder en local dans IndexedDB. On a également de l'incremental loading. C'est ce qui permet de... Je peux vous en faire la démonstration en allant directement ici, par exemple. Si je prends cette scène-là, je crois que je l'ai mis ici. Vous allez voir, c'est assez rapide parce que sur le côté ici, je n'ai pas encore tourné la tête. Donc les objets qui sont sur le côté n'ont pas du tout été chargés. Ils seront chargés quand je tournerai la tête. La matrice qui est le résultat de la multiplication des précédentes, etc. Donc du coup, le garbage collector, il prend feu. Il passe son temps, une matrice, c'est 16 flottants, mine de rien. Donc il passe son temps à générer 16 flottants, les enlever, les récupérer, il l'a pété. Donc on a dû énormément bosser là-dessus. Alors c'est contre nature pour un développeur JavaScript, j'en ai conscience. Mais on a dû, la plupart du temps, préinstancier et modifier toutes nos fonctions
pour qu'elle prenne un troisième paramètre. Par exemple, si je prends la classe de multiplication de matrice, eh bien vous allez voir ici qu'elle a la possibilité de faire un calcul matriciel standard. Je vais vous la retrouver. Il y a 2-3 opérations mathématiques. Tout ça c'est caché pour vous, c'est cadeau. Prenons par exemple une transformation ici de vecteur. Alors le vecteur, en fait, ici, il y a transform coordinate qui prend un vecteur et la matrice de transformation. Et en fait, en interne, effectivement, il crée le résultat qu'il retournera. Mais on a toujours une seconde fonction sœur qui prend la même chose avec le résultat. Ce qui me permet de ne pas avoir à instancier le résultat comme je le fais ici. Parce qu'il faut imaginer que ça, on le faisait 50 000 fois par image. 60 images par seconde, ben, vous voyez, ça va donner des valeurs absolument ahurissantes. On a également fait une autre chose, on a plein de tableaux qu'on crée parce que quelle est la liste des objets visibles à l'écran? C'est un tableau, c'est un array dans lequel on fait des push et des pop. Après, on passe à la frame suivante, on remet tout à zéro, donc on faisait un tableau égal au new crochet. On recommençait, et ça réinstancie complètement le tableau. Donc on s'est fait des tableaux où c'est nous-mêmes qui avons surchargé le length pour juste repositionner le curseur et ne plus jamais avoir à réinstancier. Encore une fois, ce n'est pas tous les jours que ça arrive forcément, mais c'était des choses qui étaient vraiment importantes pour nous. Le moteur gère également le touch. Alors on est super fiers chez Microsoft parce que c'est nous qui avons proposé Pointer Events et qu'on est passé à la SCOL, donc pour une fois on est content. Vous connaissez l'histoire du Touch Event? En fait ça a été proposé par Mozilla et Google, mais le problème c'est qu'il y avait des patents de Apple dedans. Donc au moment de passer à la SCOL, donc ils font le tour de table, c'est bon pour tout le monde, il y a Apple qui dit ouais si vous voulez mais vous allez devoir hacker comme des connards. Donc ils ont dit non on va pas le faire en fait. Et donc Microsoft, on est arrivé comme des loutres, clac, et on a dit on va proposer une autre spec qui est libre de patent, qui s'appelle la Pointer Events. Et on en a proposé en fait une qui permet d'agréger en un seul événement clavier, souris, tactile et stylet. Ce qui fait que vous avez un événement qui s'appelle par exemple pointer down, dans lequel que vous fassiez du touch ou du click ou du pencil, vous aurez toujours cet événement qui sera levé et vous aurez une propriété taille qui vous dira vous avez été appuyé avec par exemple le touch. Ça permet d'avoir une réactivité quel que soit l'élément sur lequel on travaille. Ce n'est pour l'instant pas tout à fait supporté par tout le monde, donc du coup on vous a écrit un petit polyfill qui s'appelle NDS que vous pouvez retrouver sur internet, qui permet en fait de prendre les événements clavier, etc. et de les réagréger. La spec étant en LASCOL, ça ne devrait pas tarder à arriver, par exemple sur Firefox dans les lines de build, là intégré. Alors, deux petites choses, et je pense que je serai dans les temps. C'est totalement libre, faites-vous vraiment plaisir. C'est une initiative perso, ce n'est pas une initiative Microsoft. J'en profite là pour faire ma pub. Mais ce n'est pas du tout Microsoft qui sponsorise ça. On ne prend pas du tout d'argent là-dessus, c'est sur le temps perso. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de travailler sur des trucs sympas, comme par exemple Oculus Rift. Vous connaissez l'Oculus Rift? Le casque de réalité virtuelle. Mais dans le courant de la semaine du mois de janvier, on va sortir une version, la 1.8 de Babylon.js. Vous brancherez un Oculus Rift, un driver, et clac, vous pourrez avoir la gestion de l'Oculus Rift. Pourquoi? Parce qu'on a les Device Orientation API dans les navigateurs, ça vous permet avec votre tablette de bouger gauche-droite, etc. Eh bien, on a fait un petit driver qui simule ça avec l'Oculus Rift. Quand je tourne la tête à gauche, c'est comme si j'avais tourné ma tablette comme ceci. Du coup, les navigateurs profitent de l'Oculus Rift et ça va pouvoir fonctionner. Autre chose que je voulais vous montrer, et j'en aurai fini, et vous voyez que je fais l'effort de passer tout le temps sous Chrome. J'aimerais que ça soit noté. Non, après tout, vous avez raison. Défendons notre beefsteak. Ça marche partout. Donc. On a ici une sandbox sur le site web. La sandbox, qu'est-ce que c'est? C'est par HTML5 drag and drop. Si vous exportez une scène avec Blender ou avec 3ds Studio Max, plutôt que d'avoir à vous monter un serveur web avec puis à déployer le Babylon.js, Index, etc., on a ici un petit site, il vous suffit juste de glisser dedans votre scène qui aura été développée par le graphiste. Ça permet aux designers de vraiment monter la scène et de ne la balancer aux développeurs que quand ils sont prêts et qu'ils n'ont pas besoin de vous demander de leur monter un web server quelque part. Donc c'est la sandbox, c'est directement disponible sur Sandbox. Et je suis dans les temps. Avez-vous des questions ?